l'Algérie est l'une des principales colonies françaises, plus qu'une colonie puisque ce sont 3 départements français, colonie de peuplement, colonie qui dure depuis plus de 100 ans à ce moment-là. Il y a eu des organisations politiques algériennes qui ont milité pendant longtemps pour obtenir des droits successifs qui finalement ne leur sont jamais accordés ou de manière des plus relatives. Et il y a un noyau de militants. On est après les fameux événements de Sétif 1945, jour de l'armistice où 40 à 45 000 personnes sont tuées par la répression dans les Aurès en particulier, et qui marque très profondément la société algérienne. Je crois que c'est le général Duval qui a mené les opérations de répression avait envoyé un message au gouvernement français en disant « Je vous ai fait 10 ans de paix, sachez les utiliser ». Ils ne les ont pas utilisés puisque 10 ans après exactement va éclater la révolution algérienne à partir de militants clandestins essentiellement, qui disent, comme il n'y a aucune voie qui, disons par les processus normaux d'élection, etc., permettent aux Algériens de s'exprimer, il n'y a que la lutte armée et la décolonisation. Il faut comprendre, j'en ai connu un des militants qui a participé à cette réunion, ils étaient 21, où ils ont dit, voilà, on va créer le FLN, parce qu'il n'existait pas, et engager la révolution. Il disait lui-même, on allait dans les campagnes, il était clandestin, et dans les campagnes, les paysans nous disaient, écoutez, ne venez plus nous ennuyer à venir dans le village, parce que le garde champêtre, qui était en fait l'indicateur, vous signale et ensuite on est plein d'ennuis, on a besoin de l'administration, venez plus, mais commencez la révolution et on est prêt. Voilà, c'est ça. Et c'est la fameuse phrase de l'Arbi Ben Midi, jetons la révolution dans la rue, et le peuple s'en emparera. Et c'est vraiment ce qui s'est produit. Le Front de Libération Nationale a d'abord dû s'imposer, a dû combattre, bien sûr, l'armée française, l'envoi de l'armée, la guerre qui a été déclenchée contre lui, la répression qui a été extrêmement dure. Et il avait cette particularité, c'est qu'il y avait 400 000, à peu près, ou 500 000 Algériens en France, c'est-à-dire qui étaient essentiellement encore sous le contrôle, disons, enfin, organisés par le MNA algérien, qui était l'organisation de Messaliadj, qui était l'organisation politique historique, et qui au début ne savait pas qui était le FLN. Et il a fallu, malheureusement, ça a été une guerre civile entre Algériens. Et donc, finalement, le FLN est devenu incontestablement l'organisation dominante et a été la seule lutte de libération qui a porté la lutte armée sur le sol de la métropole, enfin par des actions toujours ciblées, c'est-à-dire où soit on a visé Soustelle, ils n'ont pas réussi, ils ont visé des personnes, ou bien un attentat économique comme les puits d'essence de Mourpiane vers Marseille. Mais enfin, ces Algériens et le FLN en France étaient dans une situation quand même très précaire pour la lutte, parce que au contraire de l'Algérie, ils n'étaient pas la population dominante, c'était pas eux, ils étaient une minorité, ils étaient repérables au faciès, etc. Et ils rencontraient de grandes difficultés et ils étaient faciles à localiser, à arrêter, à contrôler. Et donc, très vite, il y a eu des Français peu nombreux, très minoritaires, mais des Français qui leur ont apporté une aide. Et c'est le cycle du réseau Janson, de Francis Janson, puis du réseau Curiel et d'autres réseaux. Il y a eu des réseaux, il y a eu un réseau dans le nord de la France vers la Belgique, il y a eu des réseaux vers Lyon, vers la Suisse, enfin, différents réseaux liés ou pas au réseau Janson-Curiel et qui ont aidé les Algériens. Et c'était une aide pour eux très, très précieuse parce que dans les déplacements, au début, une phase initiale, après ça s'était arrangé par d'autres voies, mais le transport de l'argent, il faut dire que les cotisations récoltées par le FLN en France, ça a été le financement de la révolution algérienne. Ça a été une grande part de l'indépendance de la révolution algérienne qui a eu moins besoin
de demander de l'aide ou du soutien à des pays, à des mouvements, finalement, qui souvent vous donnent de l'argent, mais vous demandent en même temps, il faut du donnant-donnant, quoi. Enfin, donc politique, idéologique ou autre. Là, ils avaient acquis une indépendance totale. Et ça, le rôle de la Fédération de France, enfin des militants en France, a été essentiel dans la révolution algérienne pour cet aspect-là. Donc, transport d'argent, transport de responsables, organisation, trouver des lieux de réunion pour les petits groupes, évasion, sortie d'évasion des prisons pour ceux qui s'évadaient, passage de frontières vers l'Allemagne, la Suisse ou la Belgique, ou l'Espagne même quelquefois. Tout ça, le fait qu'il y avait à la voiture ou pour louer un appartement, c'était un Français qui le faisait. Ça a été une aide extrêmement précieuse et importante pour eux, et auquel ils y attachent toute l'importance qu'elle a eue. Ce n'est pas ça qui a fait gagner la guerre, hein. Je citerai un exemple pour comprendre la qualité des militants qu'on pouvait rencontrer. En plus, comme j'étais en Suisse à ce moment-là, j'avais donc réédité la question dans Realeg, et immédiatement après avoir réédité la question, j'ai été contacté à la fois par le mouvement Jeune Résistance, qui était les Insoumis et déserteurs français, et à la fois par Robert Davzy, qui m'a contacté pour le FLN si je voulais, au-delà de la publication d'un livre et de la question, si j'étais d'accord d'aider le FLN ou d'aider les Insoumis et déserteurs. Je crois qu'il faut toujours mettre en adéquation ce que l'on édite et et avec l'action qui va en parallèle. Donc pour moi, c'était immédiatement oui, bien sûr. Et donc j'étais en contact avec l'organisation du FLN et avec l'organisation des Insoumis déserteurs. Donc, dans cette action-là, comme j'étais à Lausanne, j'étais en Suisse, il y avait les passages de frontières et on recevait donc des évadés. Là, je parle précisément d'un évadé qui s'était évadé de la prison des Baumettes à Marseille, qui avait été arrêté dans le Constantinois du reste, mais qui avait été transféré vers les Baumettes et évadé des Baumettes. Et ça, c'est pour montrer je dirais, la qualité des militants qu'on pouvait rencontrer. Il avait donc fait plusieurs années de prison. Il réussit l'évasion des Baumettes, qui n'était pas une chose simple, parce que c'était une prison très difficile à s'évader, mais il avait fait l'exercice physique nécessaire dans sa cellule pour garder la forme. Et il réussit à franchir les murs, il arrive de l'autre côté, et naturellement, il y a des Algériens ou des Français qui sont là pour l'accueillir, mais c'est de nuit. Et il devait être amené dans une famille algérienne à banlieue de Marseille, et il décide avec ceux d'attendre l'aube pour ne pas les réveiller, ceux qui devaient l'accueillir. Alors on sort d'années de prison, on s'évade, mais on ne va pas frapper dans la nuit de peur de réveiller ceux qui vont vous accueillir. Je crois que ça, c'est une symbolique très forte. Il n'y avait jamais de téléphone. Ça, le téléphone n'était pas utilisé. D'abord, on l'utilisait moins qu'aujourd'hui, mais on ne l'utilisait pas. C'était tout par courrier. La révolution, ça coûte cher. C'est-à-dire que vraiment, il y avait quelqu'un qui venait avec un papier et vous disait, voilà, il va y avoir un passage, il va y avoir quelqu'un à sortir, il va falloir trouver un moyen de le... Et puis, après... selon la personne partait, si elle avait la possibilité, partait directement elle-même au point où elle savait, en Allemagne ou en Tunisie, où elle savait où elle devait aller, ou bien on informait l'organisation du FLN en Suisse, et eux prenaient en charge et s'occupaient de faire suivre les prisonniers. Mais donc, toujours, on était informé par quelqu'un qui venait avec une information, un papier oral ou papier. Les contacts étaient codés, c'est-à-dire les heures, le jour. Il y avait toujours un décalage de 3 heures, 3 jours, enfin, etc. Rattrapage, si jamais on se manquait, on savait que le rattrapage était dans tel... J'ai connu les phases successives d'arrestation, mais pour moi, j'ai été arrêté à Lyon, mais c'est un autre contexte. Ce n'est pas dans le cadre directement des réseaux de soutien. Donc je voyais les gens qui n'avaient pas été arrêtés, qui continuaient, ou même certains qui, libérés, reprenaient leur travail militant. Je crois qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a l'attitude, disons, du Parti communiste français, dont on sait qu'elle n'a pas été
enfin, elle n'a pas été solidaire dans la révolution algérienne, elle n'a pas été solidaire tout simplement, avec des atermoiements, avec le vote des pouvoirs spéciaux, la déclaration au lendemain du 1er octobre 1954, dénonçant presque les opérations que le FLN venait d'engager. L'opposition totale à l'insoumission et à la désertion. Alors par contre, comme il y a eu beaucoup de chrétiens, énormément de chrétiens qui ont aidé, et très activement les Algériens, il y a beaucoup de communistes, individuellement, et sortant du parti, ou qui se sont engagés. On sait qu'il y a eu les mouvements, au moment en 1954 et 1955, il y a eu de puissants mouvements contre le départ des rappelés en Algérie, qui ont manifesté dans les trains, dans les gares et même dans des usines. Il y a eu des résistances, et même dans des villages, des résistances pour le départ des jeunes qui allaient faire une sale guerre coloniale. Dans les réseaux de soutien, Curiel, vous l'avez dit, était communiste. Il y avait beaucoup de communistes dans les réseaux de soutien. Dans les insoumis déserteurs, par la suite de jeunes résistances ou d'autres choses, il y avait des communistes. Donc, oui, exclus ou étant sortis du parti. Hein, donc, mais j'entends, en tant que communiste, si la ligne du parti a été ce qu'elle a été, et qu'on peut regretter, et même critiquer, qui était du reste par la position seulement du PCF, c'est la position du Parti communiste soviétique. Hein. C'est la ligne de clivage ensuite entre le Parti chinois, une des lignes de clivage, mais essentielle entre le Parti chinois et le Parti soviétique. Le cas Mitterrand est responsable non seulement de la guerre, puisqu'il est ceux qui l'ont décidé, il est responsable de la répression, puisqu'il a été un ministre il est de ceux qui ont donné les pleins pouvoirs à l'armée. Je crois que là, il y a une chose qui est très claire à dire, c'est la responsabilité du gouvernement est entière et totale, parce que, 1, il a déclaré la guerre, 2, il y a eu les pouvoirs spéciaux, et 3, ils ont délégué les pouvoirs de police à l'armée. Hein, et de l'intérieur, il était au moment de l'intérieur, en plus directement concerné. Au moment où ils ont, je ne sais pas s'il était au moment des pouvoirs, mais enfin, au moment de la bataille d'Alger, quand il est en 1957, le gouvernement donne les pouvoirs de police à l'armée, donc à Massu, à Trinquet, à Godard, alors qu'ils savent très bien les moyens qui vont être utilisés. Ces moyens sont enseignés pas très loin d'ici à la caserne Lourcine, qui était vers l'Observatoire, ici, et qui était la guerre contre-révolutionnaire théorisée après le passage à l'Indochine de certains officiers colonels, et qui a un triptyque très clair, c'est terroriser, retourner et pacifier. Hein. Et donc, une logique dans laquelle la torture s'inscrit, dans laquelle les déportations s'inscrivent, dans laquelle les éliminations s'inscrivent, c'est théorisé, c'est pas des bavures, c'est pas ça. Et cet enseignement a été donné dans l'école de guerre, et donc on l'applique. Et donc le gouvernement le sait, il est averti, il est prévenu. Il y a même Michelet, un ministre qui démissionne pour ça, et le général Bollardière qui est mis en forteresse parce qu'il refuse de faire cette guerre-là. Elle est connue, le gouvernement la couvre entièrement. Donc il ne faut pas, comme certains disent, l'armée a fait... Non, l'armée a exécuté. De Gaulle était, certainement, il n'y a aucun doute, pour que l'Algérie française reste française. Il ne peut pas penser autrement. On peut penser que, par contre, il y avait chez lui à la fois une lucidité politique, hein, et je pense que le tournant pour De Gaulle, je le pense, enfin c'est une interprétation que j'ai, ce sont les manifestations novembre-décembre 60. De Gaulle fait une tournée des popotes, et à ce moment-là surgit effectivement des manifestations dans la Casbah, qui vont s'étendre aux autres villes, mais dans la Casbah d'Alger notamment, où vraiment des femmes, des milliers de gens sortent des rues, et avec des drapeaux en criant l'Algérie indépendante, etc. Et je dois dire que cet événement-là est doublement important, parce que je pense à la fois De Gaulle a vu d'un côté les colons et leur irréductibilité, et il a vu en face des gens tout aussi irréductibles, et je pense que c'est un moment clé
qui veut dire il faut sortir de là. D'une manière ou d'une autre, il faut en sortir, on n'en sortira pas autrement. Hein. Et donc là, c'est le pragmatisme de De Gaulle, c'est la lucidité politique de De Gaulle, l'intelligence politique du reste, il ne faut pas le sous-estimer. Et ensuite, la chose qu'il ne faut pas ignorer, c'est peut-être le seul qui pouvait imposer ça. Je me souviens, les Algériens que je pouvais rencontrer, qui étaient à Lausanne ou qui venaient de Tunis parce que par le GPRA, etc., pour eux, c'était une extraordinaire bouffée d'air. L'intérieur tenait, ce qui n'était pas assuré. Hein. L'intérieur tenait. La question de la lutte nationale d'indépendance tenait. Le peuple la voulait et ne cédait pas. Là, parce que militairement, le FLN était vaincu. Militairement, il faut être clair. Militairement, le FLN était vaincu. Et ça, même les Algériens, personne ne le contestera. Mais politiquement et finalement internationalement, et disons idéologiquement pour la cause nationale, non. Hein. Donc ça a été quand même un tournant énorme. Et la répression a été constante. Le traité de Rome est très clair. Le crime contre l'humanité, c'est la torture. Torture, il y a eu. C'est les disparitions. Disparitions, il y a eu 3000 seulement dans Alger par la bataille d'Alger. Les déportations, il y a eu. Les camps de regroupement, c'était des déportations. Les crimes de masse, il y a eu des crimes de masse, des villages ratés. Il y a crime contre l'humanité en Algérie, c'est clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'il y ait jugement, pas jugement, c'est à l'histoire de décider ça. Il y a crime contre l'humanité en Algérie, et c'est incontestable. Enfin.